Aujourd'hui, nous allons parler du mélangeur. Dans la précédente vidéo, un certain nombre d'entre vous m'ont fait remarquer à juste titre un certain nombre d'erreurs de transcription, que ce soit dans la formulation mathématique ou dans les représentations spectrales. J'ai donc décidé de supprimer cette section de la précédente vidéo et je la retourne aujourd'hui pour la rendre plus complète. Ce qui me donne d'ailleurs l'occasion de probablement réfléchir à un espace commentaire où je réagirai en vidéo sur les questions que vous pouvez nous poser à la suite des vidéos. On est parti. Alors on va revenir quelques instants simplement sur le synoptique du récepteur superhétérodyne tel que nous l'avions vu dans la précédente vidéo. Alors dans la précédente vidéo, ce que l'on a vu, c'est que la caractéristique même d'un récepteur superhétérodyne, c'est donc de mélanger une fréquence venant de l'antenne, c'est-à-dire la fréquence de réception, avec un oscillateur local, de manière à sortir ici sur une fréquence dite intermédiaire, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, suivi d'un amplificateur de fréquence intermédiaire. L'idée, c'est que ces étages-là sont tous calés sur une seule et même fréquence, donc on arrivera à faire des étages extrêmement sélectifs, et finalement, on va appliquer là un détecteur, c'est-à-dire quand il s'agit d'un récepteur à modulation amplitude ou d'un discriminateur quand il s'agit d'un récepteur FM, le tout suivi bien sûr d'un étage BF. Alors, pour parvenir à ça, il faut avoir un mélangeur. Alors, on utilise généralement pour comprendre ce phénomène la notion de mélangeur parfait, sachant que le mélangeur parfait n'existe pas dans la nature, mais pour en comprendre le phénomène, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit simplement d'avoir un signal qui nous provient d'une antenne, que j'ai représenté ici en F2, avec un signal généralement plus élevé et qui permet de ramener cela à une fréquence dite intermédiaire, et la sortie d'un mélangeur sort normalement, à tout le moins, au minimum, la somme et la différence de chaque signal présent à son entrée. Alors on verra que c'est pas aussi simple que ça, parce que d'un mélangeur, puisqu'il n'est pas idéal, on va voir qu'il sort un certain nombre de signaux non essentiels dont il va falloir se débarrasser. Ce que je vais vous dire ici concerne tous les mélangeurs. C'est-à-dire que ceux-ci soient réalisés avec des tubes ou avec des étages à l'état solide, c'est-à-dire composés de composants discrets ou de circuits intégrés, ou même d'éléments passifs. J'y reviendrai dans plusieurs vidéos, notamment pour examiner ces étages. Alors, le mélangeur parfait, comme son nom l'indique, c'est un modèle qui n'existe pas dans la nature, qui est un modèle idéal, et ce modèle idéal va sortir la somme et la différence des signaux présents en entrée. Alors j'en profite pour corriger la formulation mathématique de la précédente vidéo, sur laquelle j'avais fait une erreur de transcription, et le principe d'un point de vue mathématique repose simplement sur le fait que le produit de deux signaux sinusoïdaux donne la somme et la différence. Il va y avoir une conséquence à ça, c'est que dans la mesure où cet étage, on va dire, est supposé sortir deux signaux rigoureusement équivalents, de part et d'autre des signaux d'entrée, on va parler maintenant de gain de conversion. Alors il faut savoir que ces deux fréquences qui sortent à la sortie d'un mélangeur vont nous poser un problème quand on va envisager d'évoquer le sujet de la fréquence dite image, qui est un des défauts inhérents au superhétérodyne. Alors généralement, on choisit cette fréquence-là, plutôt la fréquence basse, pour la fréquence intermédiaire. C'est pas une généralité, mais c'est souvent le cas. Alors parlons maintenant de gain de conversion. Alors ce que vous voyez derrière moi, évidemment, c'est la sortie d'un mélangeur idéal. Et comme vous pouvez le constater, ici, j'ai représenté, vous pouvez le voir là, les deux signaux d'entrée, qui sont l'oscillateur local et la RF. Et ça, en toute rigueur, ça va donc nous donner deux signaux qui seront forcément plus grands que les signaux d'origine. Alors, pourquoi ils sont plus grands? Parce que simplement, on fait le produit de ces deux fréquences, même si on le divise par deux, on se rend compte qu'on a du gain. Il faut savoir que le gain de conversion n'est pas quelque chose d'obligatoire dans un mélangeur. En particulier, les mélangeurs passifs n'ont pas de gain de conversion. Ils ont plutôt des pertes, et on verra ça quand on examinera les caractéristiques d'un mélangeur moderne, ce que j'ai prévu de faire dans cette vidéo.
Alors pour parvenir à ce mélange, on s'appuie sur les propriétés de non-linéarité des dipôles, et en particulier d'un dipôle bien connu qui s'appelle la diode. Alors la diode est par essence un élément non linéaire, que cette diode soit à semi-conducteur ou qu'elle soit à tube. Et c'est précisément en s'appuyant sur cette non-linéarité que l'on va parvenir à faire cette opération. Alors l'idée, le mélangeur le plus simple, c'est d'utiliser une diode, c'est comme ça que ça a été conçu au départ, dans lequel on vient entrer à l'intérieur l'oscillateur local et la RF, et en sortie, qu'est-ce que l'on va obtenir? Et c'est là où va se poser la question des rayonnements dans l'essentiel, puisque ce modèle que vous voyez ici, même s'il est simpliste, il est de toute façon absolument pas parfait. Alors la propriété a été utilisée très tôt, et là le brevet d'Armstrong qui date de 1916, si mes souvenirs sont bons, vous voyez ici, la conversion est faite dans cette diode, puisqu'il y a un oscillateur local qui est couplé magnétiquement avec l'antenne ici. Ici il y a un couplage entre ces deux selfs d'antenne, et ces trois selfs ici étant couplés, elles se retrouvent dans cette diode, et on va utiliser ces propriétés non linéaires pour sortir sur cet amplificateur de fréquences intermédiaires et filtrer la fréquence intermédiaire, c'est-à-dire la fréquence qui est nécessaire à faire fonctionner le récepteur. Alors, pour faire ce mélangeur, il y a plusieurs façons de le faire aujourd'hui. Il y a le fameux mélangeur en anneau, ce que vous voyez ici. Je reviendrai longuement sur ce mélangeur dans le cadre d'une vidéo, mélangeur ou modulateur en anneau, parce que c'est un des étages constitutifs de la radioélectricité qu'il faut connaître, et qui en plus vous pourrez le rencontrer dans pas mal de récepteurs. Il faut savoir qu'il est aujourd'hui d'ailleurs intégré dans des circuits intégrés. Autre façon de le faire, c'est l'utilisation d'une cellule dite de Gilbert. J'y reviendrai aussi, et ça c'est pareil, vous pouvez la trouver sous la forme de circuit intégré ou la réaliser en discret. Quoi qu'il en soit, ce que l'on va voir ici, et dans les vidéos futures, c'est l'utilisation de ce tube dit pentagrid, qui est le premier tube qui va intégrer plusieurs fonctions, puisqu'il va intégrer un oscillateur local, un amplificateur RF et un mélangeur. C'est-à-dire 3 fonctions sont dans le tube. Finalement, c'était dans le même esprit de la réalisation des circuits intégrés. Ça permettait d'obtenir d'abord moins de tubes, et d'autre part, on verra que ça a quand même des performances supérieures à le faire uniquement avec des triodes. Alors la non-linéarité d'une diode, qu'elle soit à vide ou à semi-conducteur, alors ce que vous voyez ici, c'est bien sûr une diode à vide que j'ai reproduit avec un logiciel de tracé de courbe, et on constate que cette courbe, ce que vous pouvez voir ici, n'est pas linéaire. Les tubes ne sont pas linéaires, contrairement à ce que vous pourrez lire ça et là sur différents endroits sur le net. Alors la propriété d'un tube en général, c'est de venir le polariser, d'un tube ou d'un semi-conducteur en général, c'est de venir le polariser en un point, particulièrement quand on veut éviter la distorsion, et d'avoir une déviation autour de ce point, comme vous pouvez le voir ici, assez faible, si bien que cette déviation étant faible, on peut considérer à ce moment-là que le dipôle est linéaire, puisque cette variation ici, que vous voyez là, cette variation de tension en l'occurrence, elle est suffisamment faible pour que l'on puisse réduire cette variation à un segment de droite, et dans ces cas-là, être dans ce que l'on appelle un mode linéaire. Alors tous les modèles que je peux utiliser ça et là sur cette chaîne et les modèles équivalents font que l'on considère que le semi-conducteur ou le tube est utilisé en régime linéaire. En revanche, si on élargit cette déviation, comme vous le voyez ici, là on ne peut plus substituer cette variation tracée à la main par une simple droite, et dans ces cas-là, évidemment, le dipôle ou le quadripôle devient non linéaire. Alors, pourquoi est-il non linéaire? Parce que si vous regardez l'équation d'une diode à vide, et ça on l'a déjà vu à l'ouverture de la chaîne, le lien entre le courant et la tension passe par une constante et multiplié par la tension à une puissance 3,5. Ça en fait un dipôle totalement linéaire. Or, dans ce dipôle, qui est non linéaire, on peut, en particulier au moyen d'Excel, puisque Excel s'y prête très bien, extraire une courbe de tendance sous la forme d'un polynôme avec des puissances, et ce qui va nous permettre d'avoir le tracé, approcher le tracé de cette courbe. Alors la raison pour laquelle j'ai utilisé
ce polynôme, c'est qu'il est plus aisé d'imaginer le comportement que pourrait avoir l'introduction de deux signaux sinusoïdaux, à savoir en ce qui nous concerne l'oscillateur local et la RF. Et vous imaginez bien que si vous remplacez dans cette équation U sinus A par sinus B, vous avez des produits au carré, au cube, vous voyez, à la puissance 4, à la puissance 5, bon, je suis allé jusqu'à la puissance 6, et tout ça va donc nous donner des rayonnements non essentiels. Et ces rayonnements non essentiels apparaissent dans les mélangeurs. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Alors, intéressons-nous maintenant à ce qui sort d'un mélangeur qui ne serait pas parfait, c'est-à-dire un mélangeur réalisé dans la vie réelle, avec des composants, qu'ils soient à tube ou à semi-conducteur. Alors, j'ai pris un exemple ici en FM. Pour autant, si on était en modulation d'amplitude, cet exemple serait tout à fait identique. Alors, on va supposer que c'est dans un mélangeur, qu'importe la façon dont on le réalise, on injecte à l'intérieur deux signaux, c'est-à-dire 87.8 et 98.5, pardon. Alors, qu'est-ce que l'on va avoir à la sortie de ce mélangeur? Alors, on ne va plus retrouver ce spectre idéal que nous avions dans le mélangeur parfait, mais on va plutôt avoir un spectre comme celui-là. Alors, ce spectre-là n'est pas issu d'une mesure, il est issu d'un certain nombre de signaux que j'ai souhaité représenter. Il faut savoir que si vous aviez un analyseur de spectre, vous auriez probablement plus de signaux non essentiels ou parasites qui apparaissent et qui sont liés à des produits d'intermodulation et à la non-linéarité du mélangeur. On va revenir sur les problèmes de linéarité du mélangeur dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce que nous sort ce mélangeur? Eh bien, normalement, il est censé nous sortir deux signaux, c'est-à-dire la somme et la différence des signaux, ce que vous pouvez voir ici. Voilà, ici, on a la différence et là, la somme des signaux. Malheureusement, il ressort aussi, sur ce port, à la fois ces deux signaux, mais aussi les deux signaux d'entrée qui ne devraient pas, en principe, ressortir vers le filtre de fréquence intermédiaire. Alors à cela, si on fait maintenant quelques calculs élémentaires, on va se rendre compte que la fréquence intermédiaire que nous sort ce mélangeur, c'est 10,7 MHz, qui est une valeur normalisée en FM, on trouve aussi du 21,4, et quand on a commencé à avoir vraiment une standardisation des fréquences intermédiaires, on a plutôt du 455 kHz pour ce qui concerne les postes AM. Alors malheureusement, tous ces produits ici vont nous donner des signaux non essentiels que je vais vous représenter comme ça, dont un qui est particulièrement problématique, à savoir la somme des deux signaux qui nous donne 186 mégas,3, ce que vous voyez représenté ici. Alors pourquoi cette fréquence est-elle un problème? C'est qu'elle va avoir une conséquence dans ce que l'on appelle la fréquence image dans un récepteur super hétérodyne. Parallèlement à ça, on va avoir des harmoniques à la fois des signaux d'entrée venant de la RF et des signaux venant de l'oscillateur local que j'ai représenté respectivement ici. 2F2, donc c'est la fréquence venant de l'antenne, et 2F1, c'est deux fois la fréquence de l'oscillateur local qui ressort vers ce port, qui part vers ici la fréquence intermédiaire, vers le filtre de fréquence intermédiaire. Indépendamment de ça, nous avons des produits d'intermodulation. Alors je vous en ai représenté un certain nombre. Ce que vous voyez ici, c'est des produits, pardon, ce qu'on appelle d'ordre 3, c'est-à-dire c'est des trucs qui vous retombent directement dans la bande. Et évidemment, vous aurez ça un peu partout sur le spectre qui est sorti de votre mélangeur. Alors, pour s'affranchir de ces problèmes-là, évidemment, on vient y mettre un filtre un filtre fréquence intermédiaire qui a pour effet de n'extraire que la fréquence nécessaire, c'est-à-dire la fréquence sur laquelle le reste du récepteur va être calé, comme on l'a vu dans les transparents précédents. Alors, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de critères qui permettent de définir les performances d'un mélangeur. Alors, au nombre de ces critères, il y a ce que l'on appelle l'isolation entre les ports, ce que je suis en train de vous montrer ici avec ces flèches. Pourquoi? Parce que l'idée d'un mélangeur, idéalement, il ne faudrait pas qu'il renvoie vers le récepteur, pour éviter tous ces produits qui sont là, l'oscillateur local. Donc il y a d'une certaine manière, il faudrait qu'il y ait une certaine isolation entre l'oscillateur local et ce qui repart vers la fréquence intermédiaire. Deuxième sujet qui est aussi problématique, c'est que
l'oscillateur local pourrait avoir tendance à revenir vers l'antenne, et dans ces cas-là, le poste pourrait venir réémettre des signaux et venir gêner ici des récepteurs qui pourraient se trouver dans l'environnement immédiat de ce poste-là. Alors il faut savoir qu'il y avait des postes qui avaient ce défaut-là, un peu moins vrai sur un super hétérodyne, puisqu'ici c'est le filtre présélecteur qui va en principe empêcher le retour de ces signaux vers l'antenne, mais il faudrait déjà que le mélangeur lui-même ne les réinjecte pas de manière importante vers l'antenne. Alors cette isolation entre les ports est très importante quand on a un mélangeur de bonne qualité. Alors parmi ces critères, il y a évidemment le gain et la perte de conversion. Ça va dépendre des technologies. Au cas particulier du phaseur pentagrid qui est utilisé dans les récepteurs, on a du gain de conversion, et on verra pourquoi. Et ça a une conséquence sur le bruit des étages suivants, évidemment, puisque on a toujours tendance à amplifier les étages en amont, puisque ça va avoir une conséquence sur les étages en aval. J'y reviendrai dans le cadre d'une vidéo sur le facteur de bruit. Deuxième sujet, c'est le facteur de bruit, justement, c'est-à-dire en fait, à chaque fois qu'on ajoute des éléments actifs à l'intérieur d'une chaîne, on modifie le facteur de bruit. Et il y a une règle qui veut que l'équipement avec le facteur de bruit le plus faible soit placé en tête, parce qu'il va conditionner le facteur de bruit de l'ensemble. J'y reviendrai en détail dans une vidéo complète sur le facteur de bruit. Et enfin, on a le point d'interception, c'est-à-dire la linéarité du mélangeur. Alors contrairement à ce que je viens de vous dire avant, en fait un mélangeur est effectivement un élément non linéaire, pour autant dans une certaine plage il se comporte, un bon mélangeur qui fait une transposition de fréquence est quand même relativement linéaire, c'est-à-dire que s'il respecte tous ces points qui sont ici, c'est-à-dire qu'il ne vous ressort pas beaucoup de signaux non essentiels, c'est-à-dire ce qui correspondrait à la distorsion, il est plus performant qu'un mélangeur qui est totalement non linéaire. Et bien sûr le sujet de l'isolation des ports, ce dont je viens de vous expliquer assez longuement. Alors maintenant le problème de la fréquence image, qui est un problème classique dans un récepteur super hétérodyne. Alors ce que vous voyez ici, ce synoptique là, c'est le synoptique bien sûr d'un partiel d'un récepteur super hétérodyne dans lequel on vient injecter l'oscillateur dans un mélangeur pour lequel on a une fréquence intermédiaire avec un filtre. Alors le problème que l'on a, si on a ici par exemple une fréquence qui arrive à 87,8 mégas, elle va passer par ce présélecteur, continuer dans l'ampli HF, aller vers le mélangeur, sortir vers le filtre de fréquence intermédiaire, diminuer de l'oscillateur local, en l'occurrence à 95,8 MHz. Et ça, tout naturellement, ça va nous donner une fréquence intermédiaire à 10,7 MHz. C'est classique, ce que vous voyez s'afficher derrière moi. Donc là, tout va bien, vous recevez effectivement vraiment un signal qui est arrivé sur l'air. Le problème, c'est que ce même oscillateur, comme il vous fait la somme et la différence, eh bien, si vous avez une fréquence à 109,2 mégas, alors certes, elle est en principe hors bande de la bande FM en ce qui concerne la radiodiffusion, le broadcast, mais si vous avez une porteuse qui arrive à 109,2 mégas, ici, elle va venir se mélanger ici avec l'oscillateur local, et elle va pile retomber à ce moment-là sur 10 mégas 7 également. Puisque 109.2, comme vous le voyez, moins 95,5 MHz, ça nous fait très exactement 10 mégas 7, c'est-à-dire que vous avez toutes les chances, si ce filtre-là n'est pas suffisamment sélectif, d'entendre deux canaux en même temps, ou d'entendre un canal que vous n'avez pas sélectionné sur votre récepteur. Avant de conclure cette vidéo, je souhaiterais aborder un sujet qui est ce que l'on appelle le point d'interception d'ordre 3 d'un quadripôle. Alors ça peut être un ampli, ça peut être un mélangeur, ça peut être à peu près n'importe quoi qui est traversé par un signal. Alors c'est effectivement quelque chose auquel les gens qui travaillent dans la radio ou dans la RF sont extrêmement sensibles, plus que dans l'audio, quoique on peut tout à fait qualifier, il faut le savoir, la distorsion d'intermodulation d'un amplificateur, mais c'est plutôt quelque chose que vous allez retrouver en RF plutôt qu'en audio, même si on en parlera dans le cadre de l'audio.
Alors l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est qu'un mélangeur est non linéaire. En principe, il est non linéaire par construction, mais un bon mélangeur devrait se contenter de faire une simple transposition de fréquence, c'est-à-dire ne pas venir ajouter des signaux non essentiels qui vont s'apparenter soit du bruit, soit de la distorsion, et concourir de telle manière à dégrader les performances du récepteur. Alors en fonction de la façon dont est construit un mélangeur, il a une certaine linéarité, je ne parle pas bien sûr du simple usage d'une diode, et je vais vous donner cet exemple, par exemple avec un ampli. Alors j'ai représenté ici, vous voyez, un amplificateur qui est derrière moi, dans lequel on va imaginer qu'on vient y entrer une fréquence. Alors naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Comme cet ampli a du gain, on s'attend à ce qu'en sortie, il y ait le même signal, sans aucune distorsion, bien sûr, et avec un gain, c'est-à-dire que comme vous pouvez le constater, j'ai représenté les deux signaux avec, les deux signaux dans le domaine spectral avec un certain gain. Or, si l'on observe ça, et je vais fait une petite animation, ici, ce que vous avez là, c'est la représentation du signal d'entrée, et ce que vous avez ici, c'est la représentation du signal de sortie. Donc naturellement, on obtient une droite jusqu'à la saturation, puisque l'ampli n'a pas un gain infini, il va forcément s'arrêter à la limite de son alimentation à un moment donné. Donc qu'est-ce qu'il va se passer si vous observez l'animation qui est ici? Eh bien là, vous voyez monter l'entrée, et la sortie va talonner à un moment donné jusqu'à atteindre ce point-là, ici, qui est ce que l'on appelle la saturation de l'amplificateur. Et à partir de là, on a de la distorsion. Alors ça, quand on n'a qu'une seule fréquence, tout va bien. Dans les faits, que ce soit en audio ou en radioélectricité, on en voit rarement des signaux sinusoïdaux parfaits, ne serait-ce d'ailleurs que dans les modulations qui ont toute une certaine occupation spectrale. Alors, on va maintenant faire l'expérience, et c'est comme ça qu'on la mesure au laboratoire, c'est qu'on va rentrer à l'intérieur de cet ampli ici, ce que vous voyez là, on va y rentrer deux signaux. Alors naturellement, on pourrait s'attendre, dans le monde idéal de la théorie, à ce que les deux signaux soient également reproduits sans adjonction d'aucune manière d'un enrichissement spectral. Dans la réalité des faits, ça n'est pas le cas. Ce que vous allez obtenir en sortie, c'est très exactement, certes, vos deux canaux, tels qu'ils apparaissent ici, mais ils vont s'augmenter de deux signaux que je fais progresser ici, vous voyez, complémentaires, à minima, et vous voyez qu'ils vont atteindre également le seuil de saturation. Alors la courbe qui est en bleu, que vous voyez ici, elle représente en fait l'évolution de ces deux signaux indésirables, que l'on appelle des produits d'intermodulation. En l'occurrence, je vous ai représenté ici des produits d'intermodulation d'ordre 3, c'est-à-dire que c'est des produits de la forme de 2F1 moins F2 ou 2F2 moins F1, et qui vont venir forcément retomber à proximité des deux signaux injectés à l'intérieur d'un amplificateur. De ce point de vue, un amplificateur est limité par la puissance maximum qu'il peut délivrer, et il est bien évident que si vous rentrez à l'intérieur de cet amplificateur un grand nombre de canaux à l'entrée, il ne saura pas à un moment donné avoir exactement le même comportement que quand il n'a qu'un seul signal. Ça, c'est un principe élémentaire de transformation et de conservation d'énergie. Parce que vous ne pouvez pas, si vous avez rentré un seul signal en entrée et 1 watt en sortie, si vous rentrez deux signaux et votre ampli fait 1 watt, il ne saura pas, bien évidemment, sortir 2 fois 1 watt. Alors, la particularité de cette courbe que vous voyez ici, et qui concerne ces produits d'intermodulation que l'on appelle des IM3, c'est-à-dire l'intermodulation ordre 3, on constate que la pente en fait de progression, en fait de gain de ces deux produits d'intermodulation que vous voyez ici monte beaucoup plus rapidement que le gain lui-même de l'amplificateur ou du mélangeur. Alors en prolongeant ces deux courbes ici de manière fictive, au-delà du point de compression, le 1 dB du point de compression, j'y reviendrai dans le détail dans une vidéo, ces deux courbes vont se croiser en un point, ici particulier, et ce point est appelé le point d'interception d'ordre 3. Alors c'est évidemment un point qui est fictif puisqu'il est à l'extérieur des courbes.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le mesurer autrement que par projection. Et il est bien évident que plus ce point ici va être éloigné du point de compression qui est ici, vous voyez ici, plus votre étage est linéaire, parce que qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique? Ça veut dire que les niveaux des intermodulations seront plus faibles. Au cas particulier d'un mélangeur, il faut savoir que tout ce qui peut concourir à faire sortir des produits non désirés ou des signaux non désirés en sortie va s'apparenter à de la distorsion ou à du bruit, et va être donc de nature à dégrader les performances du récepteur. Alors, c'est tellement vrai que je vais vous donner un exemple maintenant sur un circuit ici, qui d'ailleurs un mélangeur en anneau à l'intérieur, un peu comme on avait vu. Alors, et on va voir comment ce circuit intégré, vous voyez, qui est un circuit en composant de surface, est qualifié. Alors, il y a d'abord la fréquence, c'est très exactement ce schéma-là, qui est à l'intérieur du circuit intégré. Alors en fait, les bobines sont soit bien sûr réalisées sur des circuits, ou parfois même quand on monte en fréquence, sous la forme de lignes Cardone en fait. Et qu'est-ce qui qualifie cet ampli? Alors il qualifie une chose, il qualifie les fréquences auxquelles il est capable de travailler. Alors vous voyez ici que les fréquences, il est censé travailler de 5 à 1500 mégas. Là, vous avez ce que l'on appelle la perte de conversion. C'est ce que l'on avait vu. C'est-à-dire que cet étage-là ne produit pas du gain de conversion, mais va entraîner une perte. Et il vous dit qu'il introduit 7,5 dB de perte de conversion. Là, on a l'isolation des ports. Alors, on a les deux types d'isolation des ports, ici, qui sont l'isolation entre le port de l'oscillateur local et l'ARF, et de l'oscillateur local vers la fréquence intermédiaire. Et ce que je vous ai dit ici, il va marcher avec les tubes, et on verra quand on rentrera dans le détail du tube, enfin du tube pentagrid, c'est que évidemment, quand on fait ça avec des tubes, avec toutes les capas parasites, on est loin d'atteindre ces performances-là. Alors ça, c'est réalisé bien sûr dans le cadre des ce que l'on appelle abusivement des TSF, c'est réalisé dans ce tube-là. Alors ce tube-là, on va le voir en deux étapes. La prochaine vidéo concernera l'oscillateur que vous avez ici, qui s'appelle un oscillateur Hartley. Je suis en train de travailler dessus actuellement pour essayer d'en faire une version digeste, parce que je voudrais que vous compreniez les conditions d'oscillation. Et ce tube qui est ici, en fait, est séparable, on va dire, d'un point de vue de la compréhension, comme on va le voir, en deux tubes, en fait. Un tube qui va assurer l'oscillation dans cet étage, et un deuxième tube qui va faire l'amplification, et par une astuce, on va avoir à l'intérieur le mélange qui est fait. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Salut et à bientôt sur les ondes.